Bonjour à tous, c'est Alexis pour les Sentiers du Réel. Aujourd'hui, j'accueille Claude Burkel. Claude Burkel, bonjour, comment vas-tu? Ben ça va, je suis donc à ton écoute et puis je voudrais un petit peu parler de mon expérience et puis aussi aider les gens qui ont souvent des idées et puis qui connaissent pas tout et je voudrais leur apporter ce que j'ai appris, ce que j'ai dans ma tête et puis donner des informations à tout ce petit monde qui pourrait continuer à faire des recherches dans le domaine des extraterrestres, des mystères qui nous entourent. Absolument, et il y en a beaucoup. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler donc de la fameuse forêt d'Orient, qui est un parc naturel qui a été, je crois, érigé dans les années 70-70 pour les Belges et les Français. Je crois que c'était d'ailleurs un des parcs les plus importants. Il fait 80 000 hectares de superficie. Enfin, donc c'est vraiment... Et il se trouve surtout dans la région, dans le département de l'Aube, en Champagne-Ardenne, je pense. D'après Wikipédia, je fais que je fais que copier. Donc c'est un fameux parc. Effectivement, j'ai déjà vu des documentaires qui étaient filmés avec toi, n'est-ce pas? Donc j'ai entendu quand même pas mal d'émissions radio et c'est vrai que tu as vécu quand même toute une série de choses et donc tu es là aujourd'hui, tu m'accueilles donc via Skype pour faire partager ça au public belge, français, quel qu'il soit. De toute façon sur la planète, ça n'a pas d'importance. C'est ça Internet. Ben Donc oui, effectivement. voilà. Alors moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que actuellement, je suis pas trop très jeune, j'ai 74 ans Mhm. et j'ai vécu à peu près 50 ans, enfin un peu plus même, depuis les années depuis les années 54 les premiers contacts et les premières vagues d'OVNI. C'est ça. Donc je travaille dans les recherches extraterrestres. Mais j'ai fait des études en astronomie, c'est-à-dire je renie pas du tout le monde scientifique. J'ai Bien sûr. travaillé avec lui et c'est très important parce qu'il ne faut pas passer dans l'idiotie non plus. Donc il faut travailler avec le monde scientifique. J'ai donc fait des études d'astronomie. J'ai été instructeur rue Serpente à Paris, à la Société Savante. Et cette passion de l'astronomie m'a fait passer dans le domaine des contacts extraterrestres. Donc j'ai pris beaucoup de contacts avec des gens qui travaillaient dans des groupes. Et donc j'ai vu, il y avait Jémy Gueux, donc Jémy Gueux était un premier instructeur. Il y avait Guy Tarade qui est encore en vie, Oui, qui a plus de 80 ans maintenant, c'est ça. et qui m'a donné des informations terribles et qu'on continue, que j'admire parce que c'est un peu grâce à lui que j'ai pu accéder à des choses incroyables. Et puis, j'ai travaillé aussi avec un élément que Jimmy Guillaume m'avait donné concernant un certain Zamouret. Pourquoi Zamouret? Parce qu'il s'est donné ce nom-là. Et c'était un être terrestre qui avait pris un corps et qui était dans l'intérieur de l'esprit d'un élément absolument terrien. Mais ce fameux Zamouret, qui dans son nom de terrien s'appelait Jacques Rollin. Mhm. Alors, Zamouret, je l'ai rencontré à la suite d'une enquête qui m'avait été donnée par Jimmy Gueux, qui m'avait demandé d'aller voir un personnage assez particulier, Oui. bon, qui habitait à Neuilly-sur-Marne et qui travaillait à Saunier-Duval. Bon, c'était un personnage tout à fait banal, mais que Jimmy Guy m'avait dit, mais écoute, va voir ça parce qu'il me semble bizarre de... Donc j'avais été une rencontre au départ et je croyais qu'il était un peu foufou, quoi. Oui. Ah non, non, faut dire ce qui est, hein, parce qu'il dit à chaque jour, à des heures fixes, me vient des informations. Au départ, j'ai trouvé ça un peu ridicule, et puis au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé que les informations qu'il me donnait étaient absolument de très haut niveau. Mhm. Enfin, je passe un peu les étapes. Et au fur et à mesure du temps, il s'est passé quand même des mois, puis des années, où j'ai été entraîné avec lui dans des phénomènes extraordinaires, où il m'a laissé des écrits, d'ailleurs je les ai toujours, Oui. il m'a laissé des enregistrements audio, que Ah. j'ai toujours également, donc qui datent des années 70-74, que j'ai toujours et que j'ai toujours fait, j'ai un peu multiplié parce que quand même des informations assez particulières. Et puis ensuite, pour en revenir, il m'a fait peur. C'est vrai qu'à un moment donné, ce personnage m'a emmené dans des lieux très particuliers où j'ai eu la trouille. Oui. J'ai eu la trouille où il m'a emmené
dans des grottes à Saint-Benoît, dans le Doubs, où il m'a dit, tu veux écouter des bruits des planètes. Oui. Je me demandais ce que c'était, s'il n'était pas fou. Et mais en fait, compte, on voyait rien. Et en fait, compte, j'ai entendu de la musique, des chocs des planètes, qui n'avaient aucune correspondance avec ce qu'on entend par les oreilles, mais qui passaient par la voie osseuse, directement au cerveau. Donc des fréquences beaucoup plus élevées que le tympan peut avoir, entre 40 et 17 000 Hertz. Ça a dépassé tout ça. Et lorsque vous entendez ça, lorsque vous entendez ça et que vous l'avez en souvenir, vous n'avez plus du tout de comparaison avec la musique classique que l'on entend et c'est vraiment fade. Ah, je veux bien croire, oui. Alors ça, c'est quelque chose de particulier, mais enfin, je ne vais pas m'étaler sur ça parce que D'ailleurs, Claude, une petite parenthèse, tu sais que la NASA avait à un moment donné sur YouTube, je pense, ou sur Internet, diffusé donc le son de certaines planètes. Ils avaient récupéré, ils avaient enregistré. Je ne sais pas si ça correspondait à ça. Jupiter avait tel son, Saturne avait tel son, mais bon, voilà. Oui, ce qu'on appelle, lui, appelle les chocs des planètes, dire, c'est ça. C'était un terme qu'il employait, il m'avait dit, j'emploie des termes qui correspondent à votre vocabulaire, parce que si j'emploie des termes qui n'est pas là, vous n'allez rien comprendre. Donc, il dit, je suis obligé de diminuer la connaissance pour arriver à vos termes que vous employez, vous, sur votre planète, pour que vous puissiez comprendre. Voir à quel point c'était arrivé. Bon, donc ça, j'ai entendu. Bon, et puis il y a d'autres choses dans certaines forêts, c'est extraordinaire. Alors, à partir de ça, Jimmy Gueux m'a donné des informations sur la forêt d'Orient, pour parler que d'elle. Oui, tout à fait. Donc là, Zamouré est venu avec moi et il m'a dit, tu sais, Claude. J'ai dit quoi? Parce que j'étais pas aussi assuré que maintenant. J'étais un petit peu troublé par tout. Il me dit, tu sais ce qu'il y a là au-dessous de vous? Je dis, quoi? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il me dit, il y a une base extraterrestre qui se trouve à 75 mètres en dessous du sol. Alors je lui dis, mais écoute, tu me dis ça, mais qu'est-ce qui me le prouve? Il me dit, d'abord, je vais te montrer d'abord des fleurs qui poussent à un certain taux de radioactivité supérieur à la normale. Alors, on va dans la forêt, et il me dit, tu vois ça, tu vois ça. Et il m'avait apporté des éléments de test de radioactivité que l'on a quand on va dans les centrales nucléaires pour voir s'il n'y a pas de fuite. Il m'a dit, tu vois ça, regarde. En effet, les témoins avaient bifurqué d'un domaine supérieur à la normale. Il me dit, tu vois. Mais bon, moi, j'étais un petit peu perturbé, mais j'avais pas du tout la notion de tout ça à ce moment-là. Et il me dit, voilà ce qui se passe. Tu comprends? Je comprends. Bon. Ensuite, je suis allé avec une équipe d'Allemands, de jeunes Allemands, et qui venaient à ce moment-là, mon père travaillait pour la SNCF française, et c'était c'est pas son milieu, c'était les rails français. C'était une société allemande qui travaillait sur les ultrasoniques. C'est-à-dire que ils permettaient de voir s'il y avait des failles dans les rails de chemin de fer. Et ils avaient des appareils que l'on pouvait mettre dans la terre avec des échos pour voir s'il y avait des résonances dans la terre. Donc, on est venu avec ces gens-là, on a mis ces appareils à l'intérieur de la forêt d'Orient, et on a essayé de trouver des échos. Et effectivement, on a entendu des espèces de matière de résonance qui permettait comme une machinerie à l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose de très très particulier qui se trouve du côté de la forêt du Temple, dans la forêt d'Orient. Donc tout ça, c'était enregistré. Et puis Zamouré, qui s'appelait Jacques Rollin, m'a dit maintenant, enfin je passe un petit peu d'époque parce que on pourrait en parler pendant des heures. Il me dit, tu veux vraiment voir un ovni, ce que j'ai fait dans le domaine avec le Tyrone dans Le Grand Secret. Il dit, tu veux voir un ovni? J'ai dit, moi j'en ai entendu parler beaucoup, j'ai vu des trucs dans le ciel, mais j'en ai jamais vu vraiment. Et il me dit, puisque vous êtes tous pareils, vous allez voir regardez bien. Alors moi, avec un petit peu un air tout à fait rigolard, je me dis, qu'est-ce qui va encore nous sortir? Et puis là, il me dit, regarde.
Et en effet, au bout de quelques minutes, alors que j'étais pas seul, j'étais avec des gens justement extérieurs à notre groupe qui étaient là, mais qui travaillaient pour Ultrasonic à ce moment-là. Oui. Ils me regardent. Et tout d'un coup, on a vu un brouillard se former au niveau de la maison du temple. Donc, il était bien complice de ça. Il m'a dit, tu regardes, on a vu un brouillard se former comme un brouillard pour ça, on n'était pas en plein hiver. Hein. Je crois qu'on était en septembre, à ce moment-là. Et tout d'un coup, on a vu ce brouillard se former. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un brouillard? Et ce brouillard s'est subitement élevé jusqu'à la cime des arbres. Et lorsque le brouillard a quitté la cime des arbres, là, c'était le flagrant chose qu'on a vu, c'est que ce brouillard s'est matérialisé. Tiens. Mais c'est matérialisé en une forme absolument d'ovni que l'on classique, en métal. Il s'est incliné, il a dégagé une vitesse, comme d'habitude, affreuse, affolante, sans aucun bruit. Et Zamouret s'est retourné sur moi, il m'a dit, t'es content? Tu l'as vu? Alors, et puis on était tous comme des cons. Oui. Mais non, parce que on disait, mais qu'est-ce que... Et là, j'ai eu peur. Ah oui. J'ai eu peur. Et tu vois, c'est une peur absolument particulière parce que tu as peur d'être attaqué, tu as peur d'avoir un accident, mais là, tu as une peur que tu ne peux pas comprendre. Non. C'est ça. C'est ça, là. Une peur où tu dis, ça ne correspond pas à la peur de tout ce que tu vis sur Terre. À la connaissance qu'on a. Voilà. Ici. Donc ça dépasse la connaissance et tu as peur de quelque chose dont tu ne peux pas t'expliquer. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je l'ai vécu qu'une fois. Hein. Ça, je l'ai vécu qu'une fois là-bas. Et puis il m'a dit, tu vois, t'es content maintenant, hein, t'as vu. En vérité, enfin, pour employer des termes tout à fait pas vulgaires, mais c'est foutu de moi. Il m'a dit, voilà, t'as vu. Et donc ensuite, on a été plusieurs fois dans cette forêt. Et puis, ce qui s'est encore reproduit, c'est que on a couché dans la maison du temple, qui existe toujours. C'est ça. Et là, on a passé la nuit, et tout d'un coup, il y a une chauve-souris qui s'est posée sur un arbre. Tu vois, la différence de technologie est incroyable. Et je l'ai vu. Et puis, on a parlé, on était à peu près une douzaine, on a couché avec et tout d'un coup, on a eu à l'intérieur des gens qui ont eu des brûlures sur eux, des brûlures alors qu'ils ne fumaient pas, puisqu'on a été dans la paille où il y avait, enfin la maison du temple, c'était un truc réservé à la chasse, aux sangliers, enfin une réserve, etc. Et on en a vu des brûlures qui se trouvaient sur les gens qui étaient en train de dormir, alors que personne. Et Zamouret m'a dit, mais tu pouvais pas me dire que tu avais vu la chauve-souris, il fallait la suivre, et vous auriez vu encore beaucoup de choses. Mais bon, à partir d'un moment donné, je n'ai pas compris. Et je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire par là. On est revenu plusieurs fois, et on a été, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que il m'avait pas parlé d'un phénomène qui s'était produit bien avant, c'est au niveau des Templiers. Parce que là, il m'a parlé, et c'est Jimmy Gueux qui m'a parlé de la fontaine aux oiseaux. C'est ça. Alors, la fontaine aux oiseaux, c'est quelque chose encore d'extraordinaire, que Zamouret ne m'a jamais mentionné, par contre lui, mais que Jimmy Gueux m'a parlé. Et il m'a dit, tu devrais aller vers là-bas. Donc, il a fait un livre de science-fiction concernant le sentier de l'invisible. Voilà, tu as absolument raison, c'est ça. Voilà. Le sentier de l'invisible, et qui a retracé, par le dialogue qu'il a mis dans son livre, ce phénomène qui se passait. Donc, il a fait un roman, mais moi, il m'a expliqué comment il avait eu cette information-là, parce qu'il avait fait des recherches au niveau des Templiers. Alors, j'ai bien expliqué que le rapport qu'il y avait entre les extraterrestres et les Templiers était absolument indéniable. Il y avait un rapport complet. Il est évident que la fontaine aux oiseaux, c'était un endroit où il y avait une porte induite. C'est-à-dire un endroit où on pouvait passer dans l'espace-temps et passer dans les mondes parallèles. Une sorte de vortex, ouais. Oui, alors là, on arrive dans un domaine où je ne sais pas si l'auditeur veut bien comprendre, mais ça veut dire que c'est une porte qui se passe sur l'espace-temps, et donc on peut passer. Donc les Templiers connaissaient cette porte, et en fait, quand ils avaient eu des instructions au niveau des interventions qu'ils avaient eues
dans le temple de Salomon au niveau des premières croisades. C'est ça. Et qu'ils avaient rapporté et qu'ils avaient introduit au niveau de l'abbaye de Clairvaux. Tiens. Oui. Et Payenne, qui était là, avait informé de ça. Et c'est pour ça qu'ils avaient acheté toute la forêt d'Orient, Oui. avec une fortune, parce qu'ils avaient énormément d'argent à ce moment-là. Et donc, Clairvaux, l'abbaye de Clairvaux avait été l'endroit d'édition où il avait décidé de racheter toute cette forêt. Mais il s'est aperçu, pour eux, ça ne se passait pas dans une porte induite, ça n'avait pas les connaissances, mais ils savaient bien qu'il se passait des phénomènes incroyables pour aller dans le domaine, pour eux, c'était le domaine religieux, pour une connaissance avec Dieu, avec tout ça. Et donc, ils savaient que ça se produisait à une certaine époque du mois. Et se produisait pas, la porte s'ouvrait pas n'importe à quelle époque. C'est ça. Et pour faire la connaissance, et c'est ça que j'ai cherché pendant plusieurs années, où à quelle époque pouvait se trouver l'ouverture de cette porte induite au niveau de la fontaine aux oiseaux, qui se trouve non loin de la maison du temple. C'est ça. Bon. Et là, après des recherches, j'ai vu qu'en fait de compte, ils avaient construit un code où ils avaient implanté des commanderies templières qui ressemblaient, en les prenant, à la petite ours. Ah, voilà. Quand on prend les informations et quand on fait des recherches historiques, on s'aperçoit que quand on prend les commanderies de Payenne, qui se trouvent au nord de la ville de Troyes, et quand on redescend, il y a une forme, si on les rejoint, on retrouve la petite ours. Mais la petite ours, elle tourne sur elle-même, au fur et à mesure de la journée. Et en fait de compte, il faut absolument, d'après les recherches que j'ai faites, c'est que il y avait une relation entre la position de la petite ours par rapport au nord et par rapport aussi à la position de la Lune, c'est-à-dire l'attraction lunaire et l'attraction du Soleil et l'attraction lorsqu'elles se combinent, elles forment une attraction suffisante pour ouvrir cette porte à condition que la petite ours soit à l'heure de la position. Donc tout un tas de critères, tout un tas de paramètres qui fait que finalement cette porte, on a intérêt à être là au bon moment, quoi. Voilà, absolument. Donc ça, j'ai mis des années, j'ai fait des erreurs à un moment donné, j'ai fait des bêtises, ça n'allait pas, parce que il faut que l'attraction lunaire par rapport à son rapprochement terrestre, c'est-à-dire là, j'ai travaillé sur la connaissance que j'avais en astronomie. Oui, la preuve, c'est que là, la science m'a apporté des éléments que je n'aurais pas pu avoir si j'avais pas travaillé dans l'astronomie avant. Tout à fait. Donc, on voit bien que on a un rapport très important entre la science et quand même et l'élément futuriste, ésotérique, etc. Donc cette porte-là, elle existe toujours. Elle est là, elle est donc à la fontaine. On dit la fontaine aux oiseaux. Au départ, c'était la fontaine des oiseaux. Un terme qui a été changé. Oui. Et donc là, elle se trouve actuellement, elle a été détruite. Il y a une digue qui a été faite, mais l'emplacement a été fait. Et une fois, j'étais avec des compagnons et j'ai lancé ce qu'on appelle la lance de cristal, où j'ai mis à l'intérieur des produits en or et des produits à base d'une intervention extraterrestre qui était irradiée. Et j'ai lancé cette lance dans l'endroit où c'était, en disant, quel que soit, c'était un symbole que je voulais faire, c'était pas tout à fait. Bon. Mais le symbole était là. Et je me souviens, l'année dernière, toute cette digue a été vidée, on ne sait pas pourquoi. Et donc tout a été, on croirait un terrain de football, je ne sais pas la raison, parce que elle se trouvait exactement sur la base extraterrestre qui se trouve donc à ce niveau-là. Je vais vous donner encore un petit exemple incroyable. Et ça, tout le monde pourrait le vérifier. Lorsque j'étais avec mon fils il y a une dizaine d'années, on n'a pas couché des nuits là-bas. C'était absolument, il faisait très froid, près de 0 degré, et j'avais un appareil pour mesurer la température.
Et mon fils, on allait il avait quoi, 12 ans. Il allait là, il me dit, mais pourquoi papa, les arbres sont chauds là? Oh, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ces arbres sont chauds? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, quand je regarde avec mon thermomètre à distance, Oui. et je regarde en effet, il y avait à l'extérieur, il y avait à peu près 0 degré ou -1, etc. Et sur les arbres, il y avait 6 degrés de supérieur. Oh, c'est beaucoup. Oui. Ah, donc, et là, quand il y a un repérage, on s'est aperçu qu'il y avait ce qu'on appelle de la température qui venait du sol et qui réchauffait les arbres. C'est-à-dire, lui, il s'appelait ça les arbres chauds, mais en fait, compte, c'était par un intermédiaire de température qui venait du sol, par rémanence, qui réchauffait les arbres en surface. Est-ce que ça aurait un lien éventuellement avec la machinerie, tu crois, ou Bah oui, absolument. Oui, voilà. C'est la base qui se trouve en dessous. Alors, en plus, ce qui s'est passé, c'est que plus tard, plusieurs années, on a vu, c'est quand il tombait de la neige fondait dans ce périmètre qui fait à peu près 1 kilomètre de diamètre, et que de l'autre, elle restait intacte. Donc, il y avait une rémanence de température qui venait du sol, qui permettait aux arbres d'être plus chauds par température qui venait de l'intérieur. Alors, au départ, on a dit, oh oui, c'est peut-être une source d'eau chaude qui traverse. Mais là, c'est une surface absolument un cercle. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près 1 kilomètre, 1 kilomètre 2, où cette température était. J'ai donc demandé à des gens de venir voir pour vérifier si ce que j'ai dit était des idioties ou était une vérité. J'ai dit, il va falloir passer avec un avion lorsqu'il neige pour voir si vraiment la neige qui est là fond beaucoup plus vite que celle qui est autour. Donc j'ai fait ça. Ils m'ont dit oui, c'est vrai. J'ai dit, vous avez pris des photos? Il me dit non. Alors je lui ai dit, mais vous êtes des cons, quoi. Enfin, mais non. Alors donc j'ai encore une expérience qui va être faite là à l'hiver prochain. Oui. Il faut absolument prendre des photos. Vous passez avec ou vous trouvez un drone, n'importe quoi, et lorsqu'il y a des températures inférieures à 0, mais qui n'est pas à -10, à -15, mais quand la température et qui neige, vous allez voir, vous allez prendre des photos pour vérifier ce qui est peut-être vrai et qu'il faut quand même justifier, parce que là, c'est quand même très intéressant de voir que dans un cercle où il y a de la neige qui fond, alors que l'autre reste intact. est-ce qu'on sait vérifier à pied ça? Oui. Est-ce qu'il faut absolument être survoler l'endroit? Non, non, il suffit de aller se promener à ce moment-là, il faut être présent, c'est tout. Lorsque vous voyez de la neige qui reste là, et puis de l'autre côté, il n'y a pas de neige du tout, et c'est un travail de terrain, ça. Il ne s'agit pas de rester dans un bureau, il ne s'agit pas de parler ou de faire un bouquin, il faut aller sur place. Et c'est ce que je reproche maintenant à tout le monde, c'est que nos ufologues, ils ne bougent pas leurs fesses. Il faut qu'il aille sur place, il faut qu'il... Bon, c'est bien de critiquer. Moi, je veux bien qu'on dise que je raconte des bêtises, mais qu'ils me prouvent le contraire. Je voudrais qu'ils fassent, qu'ils disent non, vous racontez des bêtises. Ou à lui dire oui, vous avez raison, on a vérifié. Mais c'est ça que je veux. Mais apparemment, ça bouge pas du tout. Et c'est ça qui était très ennuyeux et qui me... C'est ça le problème. Ah oui, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors, bah oui, alors donc la forêt d'Orient, c'est un élément qui est très historique, mais ce qui également est très dans le futur. On a une base qui existe là. D'ailleurs, à un moment donné, la base de Saint-Dizier, où il y avait où il y a toujours les rafales, avait interdit de survol de la forêt d'Orient à une altitude bien déterminée, c'est-à-dire qu'il passe pas au-dessous par exemple, de 1000 mètres. Il fallait qu'il soit au-dessus. Il fallait pas qu'il perturbe. Et en plus, depuis 2 ans, il y a des balises qui ont été mises autour de la forêt d'Orient. Il y a aussi autour du lac de Der qui se trouve un peu plus haut et qui se trouve à 10 000, pas à 10 000 mètres, à 10 mètres au niveau du sol, qui sont en train d'enregistrer les fuites d'eau qu'il y a autour de ce lac, parce qu'il y a de l'eau qui disparaît et on ne sait pas pourquoi. Donc, ces balises ont été mises, elles existent, on peut aller les voir. Vous allez les voir, il y en a 3 qui sont reliés par satellite, et dès qu'il y a des vibrations particulières, elle les enregistre, elle les communique directement à la société de la ville de Paris pour savoir ces fuites qu'il peut y avoir. Parce qu'on ne comprend pas la disparition de cette eau qui est inimaginable. Alors, il est évident que si la porte sur l'espace-temps, la porte induite s'ouvre,
et qu'elle absorbe pendant cette ouverture des milliers de mètres cubes, l'eau disparaît. Tout à fait. Mais ça, voilà. Mais ça, il faut également le prouver. Hein. Ça, c'est quelque chose à voir. C'est ça. Mais les balises qui ont été mises ont été faites parce qu'il y a un intérêt d'avoir de l'eau toujours disponible. Cette eau permet, en cas de pénurie, de sécheresse, de pouvoir alimenter la centrale énergie de Nogent-sur-Seine pour refroidir la centrale nucléaire. C'est ça. Donc, il faut de l'eau en permanence. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des fuites sur le lac de la forêt d'Orient. Donc apparemment, si je comprends bien, bah, tu n'es quand même peut-être pas le seul sur le dossier. À mon avis, il y a les militaires derrière tout ça, ou en tout cas il y a quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qu'on nous cache de toute façon, puisque bon, voilà. Voilà. Absolument, absolument. En plus, Jimmy Guy m'avait dit à un kilomètre ou deux dans la forêt d'Orient, il y a un lieu qui s'appelle l'Autre Monde. C'est ça. Alors l'Autre Monde, c'est un petit hameau de rien du tout, où j'ai pris des photos, on a été là-haut, et c'est Jimmy Guy qui me l'a fait connaître, il est même photographié à côté de la pancarte, Oui. marqué l'Autre Monde. On arrive là-bas, on a la rue du Paradis, le pavillon du Purgatoire, la rue de l'Enfer, etc. Bon. Et là, lorsqu'on arrive dans certaines rues, je suis allé, et tu as du mal à avancer. C'est comme si ton corps pesait beaucoup plus lourd que la salle. Très dense, oui. Très dense, très 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 particulier. Donc là, j'ai dit aussi, allez voir qui sont ces gens qui s'habitent dans ces pavillons-là. Je n'ai pas d'écoute, je n'ai pas eu la possibilité, parce qu'il faut quand même du temps de faire tout ça. Hein. Ça se passe pas en 5 minutes. Ah non. Et donc, il faut du temps, il faut aussi avoir des personnes qui puissent un peu se participer et puis qui disent, bon, on va se mouiller un peu et puis on va aller voir un peu ce qui se passe. Mais apparemment, j'ai pas beaucoup de résonance, j'ai pas beaucoup de gens qui veuillent participer et c'est ce qui me désole beaucoup. Parce que moi, à mon âge, j'en ai ras-le-bol et je dis franchement... Et c'est un peu tristouné. En plus, ça fait quand même quelques émissions que tu fais sur ce sujet-là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui apparemment après ces émissions ont bougé visiblement, hein, d'après ce que tu me dis. Sinon, ça se saurait. Sinon, sur Internet, on aurait de toute façon plus de photos ou de dossiers. Mais apparemment, je cherche et je ne trouve rien non plus. Donc effectivement, habitant à Bruxelles, un jour je compte bien y aller, donc on verra bien. Donc, mais c'est vrai que on devrait organiser un petit bus, un petit car. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais ce qu'il y a, c'est par exemple, lorsque j'avais déclaré, un jour il y avait une heure précise où la porte devait s'ouvrir, et la porte elle s'ouvre, et tout d'un coup il y a des gens qui disent, oh, on voit plein de scintillements dans l'eau. Ah. Bon. Bah, plein de scintillements, j'ai dit prenez des photos, j'ai pas de photos, j'ai pas d'appareil, rien. J'ai dit, mais alors, ouais, c'est ça qui est toujours un peu D'ailleurs, Claude, je sais que le sujet c'est la forêt d'Orient, on va pas quitter la forêt d'Orient maintenant, mais tu évoquais tantôt, c'est pour ne pas oublier, tantôt tu évoquais donc les fameuses rotations, les fameuses machineries. Toi qui parlais de Jimmy Guilleux, tu te rappelles du fameux Jean de Rigny qui avait aussi évoqué dans une vidéo, dans un reportage de Jimmy Guilleux, qui avait effectivement des machineries du côté de Bugarache et je crois même de Perpignan, quelque chose comme ça. Il y aurait eu-il, semble-t-il, aussi une base souterraine et pourquoi pas OVNI. Qu'est-ce que tu penses de la thèse OVNI à la forêt d'Orient? Qu'est-ce que tu crois? Alors moi, c'est pas ce que je crois, c'est-à-dire que et pour moi, c'est même pas croire ou pas croire. Voilà. Rien à foutre. Moi, c'est une certitude, c'est tout. C'est quelque chose qui ne date pas depuis 20 ans. Ça doit dater peut-être de 2000 ans, je sais pas du tout. Mais je veux dire quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas d'origine terrestre, mais que certains scientifiques, je parle pas scientifiques de bas niveau, je parle de la haute gamme, connaissent, bon, et qu'ils ont peut-être des relations avec eux. Bon, pour qu'un appareil puisse quitter la matière en énergie et se reconstituer après, ça ne dépend pas de nous. On est dans la téléportation, là. On est dans Star Trek, là. Absolument. On est dans un truc absolument incroyable. Alors, il y a bien des gens qui vont dire, mais Monsieur Burkel est en train de fabuler, il est en train d'imaginer. Moi, je veux bien. Moi, qu'on me dise tout ce qu'on peut imaginer de moi, j'en ai rien à faire. Mais avant de critiquer, qu'on aille faire des recherches sur place. Tout à fait.
C'est ça. Et là, qu'on me dise, Monsieur Burkel, vous racontez des conneries, mais qu'il aille sur place. C'est Quand ça. on voit des taux de radioactivité qui sont supérieurs à la norme normale, quand on voit justement ces fameuses fleurs, quand on voit toute l'histoire des Templiers qui ont vécu là-bas, qui ont vécu des trucs, et quand on voit même à certaines époques, et ça, ça a été relaté maintes et maintes fois, quand on voit des gens qui se promènent au temps du Moyen-Âge en chevalerie, qui traversent la forêt et qui disparaissent tout d'un coup, je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Mais on est de quoi? C'est la folie, je deviens fou, quoi. Tout Bon, à et fait. ça c'est fait. Bon, et là, je sais que personnellement, dans la forêt, il y a tous les jours un garde forestier qui est armé, qui tourne autour. Ah bon? Oui, qui tourne dans la forêt. Logiquement, c'est simplement pour éviter le vol de bois, parce qu'on en a beaucoup. Ouais. Ah ok. Bon. Moi, je suis allé avec ma femme et mes 2 enfants, Oui. il y a une dizaine d'années, avec un berger allemand qui s'appelait Hercule, un gros berger allemand, qui avait pas de trouillard. Je l'ai lâché là-bas et il était tout péteux. Mais tout péteux, le berger allemand. Il se collait parce qu'il ne voulait pas aller. Il avait peur. Donc, il ressentait quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Ah oui. Donc, ce chien, au lieu de galoper comme ça, tu sais, comme tous les chiens peuvent faire, Tout à fait. il était collé à nous. Et nous, on comprenait pas parce qu'on ressentait pas, je ressentais pas ça. Ah non, Et je lui, il sais. le ressentait. Et lorsqu'on est revenu, parce qu'on avait j'ai toujours une petite caravane de merdique, mais je l'avais là, et ben il est couché avec moi, et ben on l'a pas entendu de la nuit. Oh le pauvre. Et c'est quand même assez étonnant. Ça aussi, faut le voir. Parce que moi, je voudrais bien, on ne voit pas des gens se promener avec des chiens là-bas. Je voudrais bien un peu, allez, promène-toi. Et ben, on n'en voit pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah oui, c'est bizarre parce qu'un parc en général. Ah oui, c'est un parc. Alors maintenant dans cet endroit-là, on peut y aller à pied ou en vélo, mais plus en voiture, c'est fermé. Hein. D'accord. Mais on peut y aller, se promener, on peut aller cueillir des champignons, on peut tout faire ce qu'on veut. Il n'y a aucun problème. Mais c'est comme ça. Oui. C'est étonnant que le dossier est quand même comme ça, très, très restreint, parce que c'est très intéressant. Tu le sais mieux que moi, hein, Claude, il y a la forêt d'Orient en France, mais il y a énormément en fait d'endroits comme ça où se trouvent des portes visiblement. En Oregon, en Amérique, en France, pour revenir en France, il y a le fameux triangle de la Burle, il y a alors qu'est-ce qu'il y a encore, il y a aussi voilà, la forêt de Brocéliande, ça je crois que tu la connais un petit peu aussi, hein. Oui, mais ça c'est plutôt, Voilà. oui, c'est un peu, c'est autre Voilà. chose. On pourrait dire que c'est des éléments vibratoires différents. Mais D'accord. on a la forêt de Margevol, on a le saut du Doubs aussi, Oui. on a, au niveau de Nice, on a la pyramide de Falicon. C'est ça. Alors, la pyramide de Falicon, c'est une pyramide artificielle et que les nazis avaient été cherchés. Ils étaient beaucoup là-bas pour faire des recherches. D'ailleurs, à la Forêt d'Orient, il y a eu les nazis qui avaient reçu des ordres de Hitler pour aller faire des fouilles. Oui. Attends, on peut aller loin là-dedans. Hein. Hitler avait donné des ordres pour la Forêt d'Orient. Après, les Américains, ils y ont été. D'ailleurs, on retrouve encore beaucoup de grenades ou d'armements là-bas qui sont enterrés ou ils sont battus. Là, hein. On a même un truc assez marrant, enfin, pas loin de la fontaine aux oiseaux, on a un obus qui est planté dans un arbre. C'est un obus qui a été tiré puis qui a été planté dans un arbre. Il a toujours été planté et vu les circonstances, on ne sait pas pourquoi. Personne l'a retiré. L'arbre, il a grandi. Il n'a pas explosé, la capsule donc a été retirée et la poudre, mais il est bien planté, donc c'est une photo assez spectaculaire à voir et c'est un truc. Et depuis le temps, l'obus il est toujours là, il est planté dans l'arbre et c'est quand même et on sent. Et alors ce qui est étonnant, c'est que on voit qu'autour de l'implantation de l'obus, l'arbre a fait une espèce de boursouflure, comme s'il voulait le garder à lui. Okay. C'est une imagination, mais enfin bon, bien on sûr. peut pas dire, Oui. mais c'est quand même un spectacle à voir. Et malgré tout ce qui s'est passé depuis, on va le voir et personne ne le touche. Tiens. C'est-à-dire personne n'a l'idée de dire je vais le prendre. On en croirait que quand vous arrivez là-bas, cet obus est comme s'il était sacré. Et c'est quand même extraordinaire de voir cet obus planté dans l'arbre et l'arbre qui a continué à grossir. Et bon. Et donc, il y a des choses un peu mystérieuses. Ça ne veut pas dire qu'ils font d'exploitation du bois partout, ils replantent, etc. Ils ont fait des digues. Et bon. Mais je veux dire qu'il y a des phénomènes très particuliers. Et puis, il y a aussi des phénomènes où on a vu, pas loin dans la forêt d'Orient, il y a
peut-être 20 ans, il y a un monsieur qui s'est fait brûler dans sa voiture, où la voiture a été à moitié calcinée, la vitre même pas atteinte et lui carbonisé mais en charbon de bois, et la voiture n'a pas été carbonisée en totalité. Et on aurait cru qu'il avait été irradié par un ovni qui l'avait malheureusement rencontré. Et ça, c'est une chose aussi que j'ai écrite et puis qui ne date pas de moi et qui a été réécrite par d'anciens. Donc, à la Forêt d'Orient, il y a eu pas mal de choses qui se sont produites. Est-ce qu'il est dangereux de s'y promener? Qu'est-ce que tu conseillerais si jamais il y avait des personnes qui auraient, disons, envie de s'y rendre? Qu'est-ce qu'on ressent dans cette forêt? Alors, si tu vas là-bas pour te promener, cueillir des fleurs ou des marionnettes ou des champignons, il se passe rien. Mais il se passe là-bas, c'est que les Templiers, on suppose que les Templiers, ou c'est les ovnis, ou c'est l'extraterrestre, je ne sais pas qui déterminait, ont mis en place ce qu'on appelle des barrières énergétiques. Okay. Des barrières énergétiques. C'est-à-dire, ces barrières, elles sont faites pour protéger un lieu à partir du moment donné où un individu vient avec des idées bien précises. S'il vient pour simplement se promener, il ne se passera rien du tout. D'accord. Si tu viens avec une idée particulière et qui est négative à la barrière, il va y avoir un rejet. Au départ, qui peut se passer comme une colère, un malaise, qui va te repousser, même des engueulades, et qui ne te permettra pas d'aller plus loin. Si tu vas là-bas pour faire une chose tout à fait banale, ben, c'est une forêt tout à fait normale, il n'y a rien de particulier. Donc, les barrières énergétiques, elles se promènent, et d'ailleurs, Zamouré m'en a montré une, elles s'élèvent comme un brouillard également, et ça peut permettre aux gens qui sont malveillants ou que c'est pas le moment d'aller là-bas, de protéger des lieux qui ne vont pas être accessibles à n'importe qui. Tu vois où on arrive. Tout à fait, absolument. Et toi, tu as passé, je crois, quelques nuits, pas mal de nuits, je pense, dans les lieux, il y a quelques années de ça, hein, quand tu étais en pleine recherche aussi sur la Forêt d'Orient. Et qu'est-ce que toi, tu as pu observer de tes yeux vus ou entendu, hein, même des témoignages de personnes qui à l'époque, recherchaient? Eh ben, franchement, à part la fontaine aux oiseaux, lorsque j'ai été là-bas, je peux pas dire que j'ai fait un truc spectaculaire, j'ai pas vu de truc spectaculaire. J'étais simplement, lorsque il y avait un arbre qui s'appelait au maître chêne, c'était un chêne qui avait à peu près 800 ans, qui a été foutu en l'air au niveau de la tempête de 1999, la fameuse tempête qui arrive en France. Là. D'accord, oui, tout à fait. En fin de l'année 1999, juste. Et là, il y avait à côté une ruine. Il y a une ruine qui était une commanderie, enfin un lieu templier ou qui avait été recouvert par la végétation au cours des siècles, évidemment. Et là, il y avait un endroit important où on a passé plusieurs jours là-bas, et là, on a eu peur. Mais on a eu peur de je sais pas quoi. On a eu peur de quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Moi, c'est une trouille. Et je disais, t'as peur? Il me dit, oui, mais t'as peur de quoi? Mais j'en sais rien. C'est-à-dire, on n'avait pas d'explication. On était comme des enfants qui avaient peur de quelque chose. On était des enfants. On voulait faire des taux extraordinaires. En fait, compte, on était des bleus là. Ça savait pas quoi. Ouais, je comprends. Sans explication banale, et on espère que le jour se lève pour pouvoir partir. Mais je veux dire que là, on n'a pas eu de problème, mais on avait peur. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comme j'ai eu une fois à Margevol, j'ai eu peur, on avait vu les yeux derrière les forêts, derrière les phénomènes. On n'a pas pu expliquer. Et comme toujours, moi, avec, on peut dire vulgairement, ma gueule enfarinée, je voulais tout faire, et ben, dès des moments donnés, ben, j'ai dit, pourvu, je retournerai pas là-bas parce que j'ai peur. Et il faut reconnaître quand même, quelquefois, on n'est pas des surhumains, on n'est pas, même si on veut faire des choses, tout d'un coup, on n'est pas, et là, on a peur. Franchement, moi, j'ai eu peur dans la Forêt d'Orient à un moment donné. Comme mon chien Hercule a eu peur quand on s'est promené alors que moi, je n'avais pas peur. Mais lui, il a eu la trouille. Pourquoi? Parce qu'il a ressenti quelque chose. Et là, j'étais encore l'année dernière, j'étais à la fontaine aux oiseaux. Ben, ça s'est passé très bien. J'ai pas eu peur de rien du tout. Bon,
pourquoi, c'est comme ça, je ne sais pas. C'est-à-dire que on arrive on peut pas expliquer certaines choses, mais on peut tout d'un coup dire pourquoi j'ai eu peur à ce moment-là. Donc c'est des études à faire. Et puis il y a eu aussi une chose qui s'est produite, c'est que on avait un groupe à un moment donné où on était, et dans le groupe, il y avait une personne négative. Et quand on essayé d'approcher de la porte ou du mois où elle devait s'ouvrir, la porte ne s'est pas ouverte. Parce que la personne négative était là. Et donc il y a eu ce qu'on appelle un obstacle, et c'était une personne qui correspondait pas à cette ouverture. Donc, quand on arrive à des trucs absolument affolants. Et là, alors, c'est après des suppositions, parce qu'on a essayé de comprendre ce personnage, qu'est-ce qu'il faisait. En fait, quand ce personnage-là était venu avec sa femme, et en fait, il se foutait complètement de tout ça en disant vous faites des conneries, vous êtes complètement marteau. Vous voyez, il était vraiment négatif. Ouais. Donc c'est une personne négative par rapport à ce qu'on appelle, ce que j'ai parlé tout à l'heure, aux barrières qu'ils peuvent avoir. Voilà. Alors, cette porte-là, elle s'ouvre à un moment particulier, mais si ça se trouve, il y a bien des gens, je vois une personne une fois qui a été, et elle était une fille magnifique, presque nue, avec une robe transparente, et qui est là et qui était là. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez vu dans l'état que vous êtes habillé? Elle me dit, ne vous occupez pas. Et je suis parti, et quand je me suis retourné, elle avait disparu. Alors, ça par rapport à l'autre. Alors, la porte, c'est quoi? J'en sais rien. Là, je suis absolument dans l'incapacité de pouvoir donner une preuve concrète, ou je ne sais pas. Oui. Je dis, c'est moi qui est en train de fabriquer des conneries, on sait rien. Il faut arrêter de voir. Mais je crois pas que tu es fou, tu sais, Claude. À mon avis, moi, de toute façon, je suis persuadé qu'il y a d'autres mondes. On est vraiment. Il serait d'ailleurs présomptueux de dire qu'on est les seuls déjà sur Terre, déjà pour commencer, dans l'univers, mais en plus de ça, qu'on serait vraiment les seuls sur cette dimension. Parce que là, à mon avis, il y a tellement de mystères, tellement de choses qu'on ne connaît pas. Et d'ailleurs, je pense que tu le dis toujours, on est à la maternelle de la connaissance. Par contre, je voudrais te confirmer parce que ça me revient à l'idée. Tout à fait. Avec Zamouré, on avait été avec ma première femme, on avait été qui est morte d'ailleurs. Oui. On avait été avec Zamouré voir à Colombey-les-Églises. On avait été à Colombey-les-Églises avec une petite camionnette. On avait été voir un gouffre qui était là, et Zamouré m'avait dit, ne t'approche pas du gouffre parce que là, il y a une émanation énergétique très importante. Je lui dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec De Gaulle? Il me dit, tu sais pas que la croix de De Gaulle, la croix de mort qui a été établie, a été faite sur une ancienne construction de templiers. Je dis, oui, mais qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Il me dit, oui, il y a à l'intérieur une énergie parce que les templiers voulaient utiliser certaines énergies telluriques pour faire leur construction. Et il me dit, la croix de Gaulle a été la croix de Lorraine, la croix a été faite sur cette implantation tellurique. Ah bon? J'ai dit, mais pourquoi? Bon, il me dit, tu vas voir. En fait, quand on se couche, et tout d'un coup, il y a ma première femme, Martine, on couche parce qu'on était là comme des campeurs, hein, on était là. Il me dit, regarde, et on voit le toit de la camionnette devenir transparente, et on voit Zamouré traverser la camionnette et partir. Et son corps était resté là, une doublure. Et là, une trouille. D'ailleurs, je l'ai enregistré. Ma femme l'a copié. On dit, comment tu as pu faire pour pouvoir traverser le métal de la camionnette en tout ton corps restant ici et toi te dédoubler pour partir à travers le métal. Et en fait, quand il a été se promener dans le gouffre pas loin de Colombey-les-Églises, que j'ignorais totalement qu'il y en avait un par là. Et là aussi, ça m'a marqué. Et puis il est revenu, il me dit parce que j'avais un rôle à faire, c'est tout, mais pas d'explication particulière, en disant ça me regarde, ça. Vous n'êtes pas en état de comprendre tout ça, donc restez donc à vos stades de connaissance. Vous saurez bien assez tôt pourquoi j'ai fait tout ça. Et puis ça a été arrêté, donc on est revenu après. On a été à la Forêt d'Orient, enfin avec parmi tous les voyages qu'on a fait avec lui. Et voilà un peu tous les paramètres
qu'il y a eu dans ce coin. Et puis ensuite, on a été à l'abbaye de Clairvaux, qui était devenue une prison bien après. Oui. Et puis voilà, tout ça c'est fait. C'est-à-dire que là, il y a vraiment là-bas une chose importante qu'on peut considérer, qu'il y a une base extraterrestre, il y a les Templiers qui savaient qu'il y avait une énergie, il y a peut-être... Alors, c'est peut-être aussi pourquoi que la base est là, c'est à cause que la possibilité que l'extraterrestre, par cette porte induite, permet de voyager à leur époque et de revenir sans problème. C'est ça. Donc là, c'est encore un très gros point d'interrogation, mais il faudrait faire des recherches plus approfondies concernant ce que les Templiers ont fait, pourquoi ils sont établis là, quelles relations ils ont eues avec les tombes de Salomon, pourquoi ils ont... Parce qu'on a parlé aussi de l'Arche d'Alliance là-bas, on a parlé des tas de trucs. Par exemple, il y a beaucoup d'endroits plein. On a la salamandre qui est là-bas, qui est très importante. La salamandre, c'est un culte ancien qui permettait de faire un combat entre le dragon et la salamandre. Dans le symbole, la salamandre représentait les forces terrestres, les forces telluriques, et le dragon, les forces cosmiques. C'est ça. Donc, un intérêt très important entre deux éléments qui sont à la fois célestes et terrestres. Donc, là, on va très loin dans le domaine des recherches. On peut même incriminer les domaines non seulement des courants telluriques, mais aussi sur la radiesthésie, sur le tellurisme, et puis même sur ce qu'on appelle l'élément d'éléments de forme, c'est-à-dire les éléments de forme. Donc les éléments de forme, on appelle ça... ce sont des ondes de forme, quoi. D'ailleurs, il y a eu des grands interprètes qui ont travaillé là-dessus pour savoir comment travailler sur les ondes de forme pour pouvoir inculquer à des gens des éléments négatifs ou positifs. Donc, on va encore dans d'autres domaines qui sont parallèles, mais qui sont un peu différents. Tout à fait, puisqu'il y a de toute façon avec les ondes de forme, on le sait, il y a certains symboles qui sont très négatifs, qu'il vaut mieux pas d'ailleurs regarder. Je vais pas les citer ici, bien sûr, mais je crois qu'on comprendra. De toute façon, les Templiers, je pense qu'ils avaient une connaissance bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Oui, c'était parce que voilà, lorsqu'ils ont revenu des croisades, ils ont pris des connaissances concernant l'art gothique pour la construction des cathédrales. C'est ça. Et ils ont donné des informations concernant à la maçonnerie anglaise surtout, qui s'appelait pas la franc-maçonnerie, mais la maçonnerie, où chaque maçon devait construire et signer par rapport à leur connaissance, par rapport à leur intention, les pierres. Et le style gothique permettait de récupérer des ondes pour faire des éléments vibratoires, comme ça ils appelaient des chambres à écho, pour pouvoir utiliser la foi des catholiques, des chrétiens, de ceux, pour pouvoir les renvoyer. C'est pour ça que il y avait qui était très très différent de l'art roman, mais qui a travaillé sur l'art gothique. Et après, on a fait l'art gothique flamboyant. Et lorsqu'on a construit ces cathédrales, on les a construits sur des endroits où il y avait des courants telluriques très importants, des failles géologiques, et c'est surtout des puits celtiques qu'il y avait avant. Donc, de permettre de faire, et lorsqu'on fait des relations, on s'aperçoit que Amiens, Chartres, etc., Paris, fait une reconstitution des constellations qui se trouvent dans le ciel. C'est très important également. C'est des recherches qui sont très intéressantes et qu'il faudrait que beaucoup de gens se passionnent parce qu'il y a des trucs extraordinaires là-dessus. Mais ça prend du temps. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à voir dans ce domaine-là aussi. Et alors, ils nous ont laissé des tas d'informations sur des cathédrales mâles, des cathédrales femelles, des cathédrales hermaphrodites, des cathédrales forteresses, des cathédrales dominantes et des cathédrales zodiacales. Vous comprenez un peu ce qu'il y a là-dedans. Et c'est vrai qu'il y a du boulot à faire. Mais tout ça, c'est colossal. Ben oui, d'ailleurs, toi tu parlais tantôt de la petite ours avec l'alignement de la porte. Mais regarde, on en parle depuis des années. Quand on regarde les pyramides, elles seraient basées apparemment sur la constellation d'Orion, si je ne m'abuse. Enfin bon, donc voilà. Rien n'est fait au hasard. Absolument, absolument. Alors c'est pareil parce que actuellement, c'est ce qu'on appelle la nutation, c'est-à-dire que la planète Terre
il y a ce qu'on appelle une mutation, c'est-à-dire quand on fait, et c'est ça que les scientifiques n'osent pas dire, c'est que par exemple quand la pyramide de Khéops, elle a été faite à une époque bien déterminée où il y avait elle était vraiment sur une étoile bien précise. On sait très bien que la planète Terre, ce qu'on appelle la nutation, qu'elle bouge au fur et à mesure des siècles et des millénaires. Donc, c'est pas en disant, si on revient en arrière, on sait exactement quand a été construite la pyramide de Khéops. C'est ça. Au départ. Donc, c'est pas la peine de faire de mystère ou faire du carbone 14, c'est que ça sert à rien du tout. On revient à la base et on sait très bien que la pyramide de Khéops a été à cette époque-là, parce que ceux qui l'ont construit en 40 ou 50 ans, ils savaient très bien comment ils la faisaient. Donc, c'est un code qu'on devrait utiliser et qu'on ne pense pas, on ne pense qu'à des conneries. Voilà. Et c'est ça que je ne comprends pas, ou alors les scientifiques ne veulent pas trop s'approcher de ça. Je pense qu'il y en a qui peuvent pas se mouiller, effectivement. Oui. Et là, c'est quelque chose qui est du b.a.-ba. C'est pas quelque chose c'est pas une sorcellerie, c'est pas une bêtise. Il suffit de regarder. C'est comme disait, mais vous avez devant vous, vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. Vous avez un nez, vous ne sentez rien. C'est-à-dire que vous êtes comme des aveugles devant une connaissance qui est du b.a.-ba. Et n'arrivez pas à chercher des trucs très compliqués, tout est devant vous. Mais oui, absolument. Et je le dis à chaque fois, d'ailleurs, tout est devant notre nez et on le voit pas. Et je pense que tu sais, à mon avis, Claude, il y a certaines personnes qui veulent se protéger. Je pense que au fond de nous-mêmes, on a une sorte de vérité. Je vais pas dire la vérité, mais on a une des vérités, puisque si on parle du monde quantique, il y aurait plusieurs possibilités. Donc je pense qu'on a une vérité en soi. Et le problème des gens actuellement sont trop préoccupés avec leur travail, avec la famille, ça par contre, ça c'est très important, la famille, bien entendu, on dira pas le contraire, mais le travail et toutes les conneries qu'on peut voir à la télévision. Donc de toute façon, je pense que maintenant les gens ne s'intéressent plus à tout ça. Et c'est vrai que c'est dommage que les jeunes, parce que bon, moi je suis pas tout à fait jeune non plus, je pense que les jeunes devraient pouvoir continuer tout ce travail que vous avez commencé, parce que dans le fond, toi, dans les années 50, tu étais quand même un des pionniers dans l'ufologie aussi, donc... Disons que moi, ça a commencé avec la vague de 54. Ben voilà, oui, c'est pas rien. Donc, Bon, mais au départ, moi, j'étais dans une école catholique et je faisais des petites ovnis sur un papier. ben voilà. Et les frères me disaient... oui, il faut pas emmerder Burkel parce qu'il est un peu fou. Alors laissez-le tranquille parce qu'il me prenait un peu pour un déphasé. Bon. Mais oui, mais ça c'était normal un petit peu. Après c'est vrai que après mon armée, tout ça, j'ai laissé un peu tomber, puis j'ai retombé parce que je pouvais pas faire. Mais ce qui m'a vraiment passionné, ce qui m'a déclenché le phénomène, c'est l'étude de l'astronomie. L'étude de l'astronomie, la science, l'astrophysique. C'est une des plus belles études, je pense. Hein. Ah ouais, c'est-à-dire que là, quand on fait ça et qu'on découvre, et puis quand vous regardez dans des objectifs de télescope, comme j'en ai un là, vous découvrez des choses extraordinaires. Vous dites, mais on est des petits rigolos par rapport à tout ça. Oh que oui. Et c'est vrai que, bah oui, c'est ça le problème. Mais c'est très passionnant. Mais ce que je repense, c'est que je vais finir ma vie sans savoir tout le reste. Je sais pas, mais si on en croit aux réincarnations, peut-être que tu reviendras. Peut-être. Et plus j'avance dans la connaissance, plus je m'aperçois que c'est tellement compliqué mais je suis vraiment un petit caillou de rien du tout dans l'univers par rapport à tout ce qui se passe. Moi personnellement, je pense au moins que toi tu auras déjà au moins essayé de chercher. Je pense que c'est pas de savoir si tu auras la connaissance avant de partir, de quitter ce monde, mais je pense que le plus important c'est que tu auras déjà au moins toi essayé. Il y a beaucoup de gens qui n'essayent jamais rien, donc voilà. Je pense que ça c'est... Oui, mais des fois ça fait peur. Ça fait peur parce que je dis... Tout à fait. Et parce que je dis, j'aurais pas le temps de tout comprendre, et plus j'avance, je dis, mais tout ce que je voudrais encore apprendre et puis que j'aurais pas le temps, tu vois. Enfin, si je dis de toute façon, la mort c'est pas la fin de tout. Hein. Bien sûr, bien entendu, on continue. Mais comme j'ai écrit un article
l'âme ou l'esprit pèse 21 grammes, on en a discuté. Oui, absolument, ils ont fait des études là-dessus. Et moi, j'ai fait un article là-dessus concernant tout ça. Mais je veux dire qu'en tant que terrestre actuel, je sais très bien que ça fait un peu peur de dire j'ai tellement de choses à vouloir savoir et je voudrais partir dans cet univers fantastique et que je suis là, prisonnier sur cette planète, malgré que Zamoré m'a dit, mais la planète Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne vit pas toute sa vie dans un berceau. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, oui. Et puis, vous n'êtes pas propriétaire de la Terre, vous êtes simplement locataire. Tout à fait, absolument. Et récemment, j'ai interviewé une personne qui me disait justement, de toute façon, votre vie, on vous la prête. Voilà, exactement. C'est les mêmes paroles. C'est que je voudrais qu'il y ait beaucoup de personnes qui bougent leurs fesses. On va faire un appel, hein. Oui, surtout les jeunes. Oui. Mais qu'ils ne fassent pas une passion comme on fait une passion, qu'ils fassent des recherches, parce que lorsqu'on a déclenché une recherche sur tout ça et qu'on est passionné, n'oubliez pas qu'on peut plus s'en décrocher. Tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est pour ça que je continue et j'espère que je continuerai encore longtemps. D'ailleurs, ce que je voulais aussi rajouter, c'est qu'il faut, je crois, surtout de l'humilité. Hein, il faut rester humble face à un phénomène quel qu'il soit. Je pense qu'il faut pas s'emballer, comme tu dis. Et puis le plus important, c'est de rester humble parce que on n'est pas grand-chose. Donc, je crois qu'on doit vraiment continuer à apprendre avec amour aussi. Voilà. Oui, parce que moi, ce que Zamoré m'avait dit, tout ce qu'on te donne, on te le donne gratuitement. Donc tu redonnes toutes les connaissances qu'on te donne gratuitement. Tu ne dois pas monnayer ce qu'on te donne. Un partage. Voilà, c'est un partage. Ce n'est pas, c'est moi le plus fort ou non. Tu ne dois pas dire, je te donne ça, mais tu me donnes de l'argent. On n'est pas dans un domaine financier. On est dans un domaine où chacun doit donner ce qu'il reçoit. Absolument. Mais il le doit être tel qu'il est. Et c'est pas, par exemple, j'ai eu des connaissances concernant guérir des cancers, au niveau de donner de l'élément énergétique avec des arbres, enfin des trucs incroyables, mais qui est du b.a.-ba, c'est de dire que il suffit de donner aux gens pour qu'ils le fassent. Ils le font pas, mais ils le font. Mais je veux dire, il y a des choses absolument, mais quand on arrive dans le domaine des recherches à ce niveau-là, il n'y a pas question de faire des éléments financiers. Ça n'existe pas. Non, absolument. D'ailleurs, quand c'est du financier, c'est qu'il y a anguille sous roche. Ouais, ça n'a pas de valeur. Voilà, absolument, Claude. Ben écoute, je te remercie infiniment pour cette émission. Voilà, ben j'espère que les auditeurs auront un petit peu compris de quoi il s'agissait. C'est un peu spécial, c'est vrai que c'est très très vaste. On pourrait en parler des heures. Et puis, ben pourquoi pas, peut-être qu'on fera une émission ensemble, il n'y a pas de problème. Hein. Ben moi je suis prêt à apporter des éléments aux gens qui en ont besoin, mais je suis pas là pour profiter de qui que ce soit. Moi, je suis là pour vous apporter des informations. Vous les prenez, mais pas. Oui. C'est ça. Absolument. Il faut toujours faire sa propre recherche et ne croire en personne. Croire en soi-même, c'est déjà énorme. Oui. Et surtout croire que les autres vont un peu bouger pour pouvoir faire le relais. Exact. C'est important, le relais. Oui, ben j'espère que le message sera bien passé. Mais le relais dans le positif. Absolument, on est bien d'accord. En tout cas, bah merci beaucoup Claude, et puis à bientôt, à tout bientôt. Alors à bientôt, puis beaucoup courage à tous, et puis réfléchissez. Voilà. Allez. Merci, au revoir.